Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Alizé pour votre édition de 19 h de ce mardi 20 octobre. Notre invité ce soir, le colonel Gilles Bazir, directeur du service départemental d'incendie et de secours de Guadeloupe. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous avez lancé une campagne de recrutement pour les sapeurs-pompiers volontaires. Est-ce que ce métier fait toujours rêver? Il fait toujours briller les yeux des jeunes garçons et aussi des jeunes filles. On en parlera en tout cas en détail avec vous dans ce journal, mais tout de suite, les titres qui seront développés dans notre édition. Rendre le crédit accessible à tous, c'est la volonté de la ville de Petit-Bourg. Une quarantaine de personnes en sont bénéficiaires. Pendant les vacances de la Toussaint, les enfants peuvent s'initier aux arts du cirque, une activité qui tente de trouver sa place en Guadeloupe. Jusqu'à demain, de jeunes joueurs et joueuses de tennis des Antilles s'affrontent sur les cours du Gosier. Le journal Aurélie Rose. Mais avant de développer tous ces titres, cet appel à témoins de la préfecture de Guadeloupe, un apnéiste de 45 ans parti pêcher hier vers 4 h du matin est porté disparu du côté de Lens-la-Barque à Bouillante. C'est sa famille qui a donné l'alerte hier soir. L'homme était parti seul, muni d'un bidon rouge et d'un fusil de chasse sous-marine. Pour l'instant, les recherches n'ont rien donné, d'où cet appel à témoins. Donner l'opportunité aux personnes ayant de faibles revenus de bénéficier d'un crédit bancaire, c'est l'objectif d'une convention signée aujourd'hui à la cité administrative de Petit-Bourg. Il s'agit plus exactement d'une convention d'expérimentation de microcrédit social. Ces microcrédits sociaux sont destinés aux personnes habituellement exclues de l'accès au crédit bancaire étant donné leur faible solvabilité. Cette convention, comme vous le voyez sur ces images, a été signée entre le Centre communal d'action sociale, le Crédit agricole de la Guadeloupe et la ville de Petit-Bourg. Petit-Bourg qui a d'ailleurs été la première commune de Guadeloupe à avoir mis en place le microcrédit, c'était en 2009. Jusqu'à présent, 44 personnes ont pu en bénéficier à Petit-Bourg. C'est le cas de Nicole Labuty et de Muriel Miffon. Richard Scott-Tamar, justement, les a rencontrés. Il y a 3 ans, Nicole Labuty, sans emploi à l'époque, se voit contrainte d'effectuer des travaux sur la toiture de sa maison, sans autre solution et avec très peu de rentrée d'argent. Elle se tourne alors vers la possibilité du microcrédit. De son côté, Muriel Miffon souhaitait débuter professionnellement la nurserie, activité qui demandait l'achat de matériel spécifique. En 2012, j'ai sollicité le CCAS pour un microcrédit afin de financer l'exploitation de mon activité. Et ces fonds m'ont permis à faire l'acquisition de mobilier, de literie et de jeux nécessaires au confort et à la sécurité des enfants. Je parlais avec une amie et elle m'a conseillé le microcrédit. Donc, j'ai trouvé ça intéressant. Je lui ai dit, est-ce que je peux avoir les renseignements qu'il faut? Donc, elle m'a aidée. Ainsi, j'ai pu me déplacer vers le CAS de Petit-Bourg. Et là, j'ai pris mes renseignements. Ils m'ont donné les papiers à fournir. Après, j'ai ramené les papiers et j'ai pu faire monter mon dossier. Les deux expériences ne sont pas les mêmes. D'un côté, un projet professionnel, de l'autre, un projet de travaux. Mais le microcrédit a permis aux deux projets d'avancer. Au jour d'aujourd'hui, j'ai tout remboursé. Et c'était juste ce qu'il me fallait, quoi. Donc, je n'avais pas besoin d'un gros montant, c'était juste pour compléter mes fonds. Seul bémol pour Madame Labuty, elle constate que le microcrédit n'a pu couvrir l'ensemble des dépenses de réparation et de construction qu'elle voulait effectuer. Parce que le microcrédit, on le donne en fonction de ce qu'on a comme revenu. Donc ainsi, j'ai pas eu un gros microcrédit, mais j'ai pu finaliser quelques petits travaux avec l'aide de Caricera Logement. Depuis 2009, 44 habitants de la commune de Petit-Bourg ont pu bénéficier d'un microcrédit avec un montant moyen de 3 000 € par projet. On passe à l'actualité sociale. Les avocats guadeloupéens sont toujours mobilisés contre la réforme de l'aide juridictionnelle. Cela fait maintenant une semaine que ce mouvement national perturbe les audiences, y compris en Guadeloupe. Un mouvement qui pourrait d'ailleurs se durcir selon le bâtonnier de notre département, Jamil Ouda. Et les avocats qui sont actuellement réunis en assemblée générale pour décider de la suite à donner à ce mouvement.
De leur côté, les agents de la sécurité sociale ont rencontré aujourd'hui leur direction pour leur faire part de leurs doléances. La direction leur a fait des propositions. Ils doivent se revoir jeudi à 14h. Pendant toute cette semaine, plusieurs casernes de pompiers du département accueillent de nouveaux chefs de centre. C'est dans le cadre de la mobilité interne. L'occasion peut-être également de susciter, pourquoi pas, de nouvelles vocations, puisque jusqu'à la fin du mois, le service départemental d'incendie et de secours lance son recrutement pour les sapeurs-pompiers. Rebonsoir Gilles Bazir. Bonsoir. Vous êtes donc le directeur du SDIS en Guadeloupe. Alors, première question, quelle est la différence entre un pompier volontaire et un pompier professionnel ? Un pompier professionnel est une personne qui a fait de l'activité de sapeur-pompier sa profession. Il est rémunéré pour cela et c'est son métier principal. Un sapeur-pompier volontaire est une personne qui a un travail dans la société civile, journaliste, professeur, commerçant, et qui donne de son temps, participe d'un engagement citoyen pour apporter ses compétences et ses qualités dans la distribution des secours. Qui peut justement être pompier volontaire ? Est-ce qu'il y a quand même des critères d'âge ? Oui, bien sûr. Alors, les critères d'âge à partir de 16 ans, puisque avant 16 ans, pour des questions évidentes de responsabilité, on ne peut pas prendre les jeunes enfants, mais il existe les jeunes sapeurs-pompiers volontaires, c'est encore autre chose, on en reparlera un autre jour. Et puis de 16 ans à 50 ans, on peut donc devenir sapeur-pompier volontaire. C'est un engagement, c'est pas à proprement parler un recrutement, c'est vraiment un engagement citoyen de la personne qui fait un acte volontaire pour devenir sapeur-pompier. Dans un premier temps, on lui demande un certain nombre de renseignements, un petit dossier à remplir. On fait passer quelques tests écrits. Il faut que la personne sache lire et compter. Aussi, et bien entendu, des tests physiques pour s'assurer que la condition physique de cette personne est compatible avec l'exercice des activités de sapeur-pompier. Alors justement, est-ce qu'un sapeur-pompier volontaire peut tout faire comme un pompier professionnel ? Par exemple, est-ce qu'il peut intervenir sur donner des premiers soins lors d'un accident, par exemple ? Alors, une fois ces tests passés, bien sûr, le sapeur-pompier va suivre une formation. Et la formation validée, il n'y aura plus de différence d'activité entre le professionnel et le volontaire. Le professionnel, simplement, le fera à hauteur de 1607 heures par an environ, alors que le volontaire donnera son temps disponible. On demande un minimum de 250 heures par an pour garder justement la qualité du geste de secours. Mais au-delà, on peut évidemment travailler beaucoup plus et une partie des sapeurs-pompiers volontaires de Guadeloupe le sont très souvent parce que demandeurs d'emploi par ailleurs. Alors vous le disiez tout à l'heure, cette profession fait quand même encore briller les yeux des jeunes hommes et des jeunes filles. Est-ce que c'est une profession qui est respectée en Guadeloupe ? Oui, globalement oui. Alors bien sûr, derrière votre question, il y a la question des agressions de sapeurs-pompiers, mais globalement c'est une profession qui est très respectée par notre population. Moi, régulièrement, quotidiennement pratiquement, la population vient me féliciter pour l'action des pompiers sur le terrain. C'est pas moi qui viens de féliciter, c'est bien sûr les pompiers qui voient au quotidien. Donc oui, elle est très respectée. Il y a malheureusement, bien sûr, de temps en temps, quelques personnes, soit dans la détresse et qui ne se rendent pas compte de ce qu'ils font et qui nous accueillent de façon un peu désagréable. Et puis il y a, comme partout, des gens qui n'ont aucun sens des responsabilités et qui se moquent de tout. Et cela, bien sûr, c'est un peu dommageable pour l'action des sapeurs-pompiers, mais globalement, la population nous apprécie et nous le dit. Une dernière question sur cette campagne de recrutement, même d'engagement, d'engagement. J'insiste. C'est jusqu'à la fin du mois. Oui, alors on a décidé de prolonger cette campagne de quelques jours. C'était prévu jusqu'au 23 octobre et on acceptera les dossiers jusqu'au 30 octobre pour permettre effectivement à ceux qui en auraient eu connaissance un petit peu tardivement de nous remettre ces dossiers remplis et qu'on puisse les convoquer donc, pour les tests dont je vous parlais. Et on gardera bien entendu ceux qui nous paraissent les plus aptes. Mais on tiendra aussi très certainement compte des bassins
de recrutement, ou d'engagement. C'est-à-dire que dans les îles, par exemple, on a des besoins qui sont avérés de sapeurs-pompiers volontaires. Certains centres sont plus demandeurs que d'autres et il nous faut faire attention aussi à cela, puisqu'un sapeur-pompier volontaire est engagé d'abord en proximité par rapport à sa commune de résidence ou à sa commune de travail, mais c'est un engagement de proximité. Merci Gilles Bazire d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes le directeur du SDIS en Guadeloupe. Merci. Ce n'est que du bonheur. Cette phrase a été prononcée ce midi sur le plateau d'Alizé par Willy Rosier, le directeur du comité de tourisme des îles de Guadeloupe. Notre région devrait en effet accueillir dans les prochains mois de nombreux touristes, comme le disait Willy Rosier. Non, je dirais que c'est la phrase, je dirais presque c'est que du bonheur, puisqu'en fait on a des taux de ce qu'on appelle des achats de billets, donc des commandes de billets. On suit bien évidemment semaine par semaine la commande de billets pour les îles de Guadeloupe. Et là, on est sur des niveaux très élevés, des niveaux quasiment records, puisqu'on est actuellement à plus 15% par rapport à l'année dernière d'achat de billets. Et ce qui est très important, et la bonne nouvelle, c'est que ça vient de partout. On a des niveaux très très élevés sur les États-Unis. On est à plus 80% par rapport à la même période l'année dernière. Des niveaux très élevés aussi sur la Grande-Bretagne, sur l'Allemagne. Là, on commence à parler véritablement de diversification de marché. Et c'est très important, c'est stratégique pour nous de ne pas dépendre que du marché français. On va s'intéresser maintenant à notre grande région de la Caraïbe. Ce soir, Muriel Barlagne nous emmène à Trinidad et Tobago, à Cuba, mais aussi au Pérou, où le CARICOM a défendu les États de la Caraïbe. Voici la Minute Caraïbe. Trinidad et Tobago, où la demande d'extradition de l'ancien vice-président de la FIFA, Jack Warner, basée sur des accusations de corruption, a été reportée au 2 décembre. Les avocats de Warner ont demandé plus de temps pour pouvoir se rendre aux États-Unis et discuter des conditions de son extradition. Rappelons que Jack Warner est entre autres soupçonné d'avoir touché, avec 2 autres colistiers, la somme de 10 millions de dollars pour soutenir la candidature de l'Afrique du Sud comme hôte de la Coupe du Monde de football de 2010. Actuellement en liberté sous caution, Jack Warner est accusé de racket, fraude électronique et blanchiment d'argent. Cuba, où un groupe d'hommes d'affaires américains venant de l'État d'Ohio cherche à développer des actions commerciales et bilatérales avec la Grande Île. Cette mission commerciale dirigée par le député Tim Bryan a rencontré les autorités cubaines pour définir des partenariats étroits dans les secteurs du tourisme, de la construction, de l'agro-industrie et de la santé. Les 2 parties ont appelé de leur vœu le Congrès américain à lever rapidement l'embargo, lequel, selon eux, empêche les 2 pays à développer des actions commerciales conjointes. C'est à Lima, au Pérou, que le secrétaire général du CARICOM, Irvin Larroque, a défendu la grande vulnérabilité des petits États insulaires de la Caraïbe. Larroque demande à ce que les États caribéens puissent bénéficier de financements internationaux en raison des problèmes liés au changement climatique, et ce, quel que soit le niveau de leur PIB. C'est un discours récurrent de la part du secrétaire général du CARICOM qu'il a récemment tenu lors de l'exclusion de Saint Kitts et Nevis au fonds de soutien britannique. Irvin Larroque a rencontré Helen Clark, administrateur du Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, avec qui il a eu une discussion significative sur cette question. Retour en Guadeloupe, focus ce soir sur une pratique qui tente de se faire une place, les arts du cirque. Pendant les vacances, l'association Guada Circus initie des enfants à la jonglerie, aux sculptures sur ballon ou encore au trapèze. Notre journaliste Karine Gelman s'est essayée à leur côté à quelques agrès sans reportage. Jonglage, cerceau, trapèze, funambulisme, les arts du cirque se sont installés sur la côte sous le vent il y a 8 ans. D'origine, moi donc étant métisse, j'ai pratiqué le cirque à l'étranger beaucoup, en métropole un peu, et eu envie de revenir partager cette passion. Donc ça fait une dizaine d'années, donc envie de revenir au pays que j'avais pas beaucoup connu à la base pour partager cette passion. Allez, vas-y. Bonjour, je m'appelle Hugo. Pour les vacances de la Toussaint, une douzaine d'enfants sont initiés. Le trapèze, la jonglerie. Pourquoi ? Parce que
Sur le trapèze, on fait des choses en l'air. Et j'adore être en l'air. T'adores voler. T'aimerais voler. Moi, l'équilibre. L'équilibre? Oui. Pourquoi? Parce que je trouve que ça rend plus stable. Et c'est quoi ton objet préféré? Hein? Ton objet préféré, c'est quoi? C'est ça, le diabolo. Démocratiser le cirque, c'est le souhait de Yann. Petits et grands sont les bienvenus. Mais à vrai dire, ce qui m'a beaucoup aidé dans le développement de l'association, ça a été de monter des cours pour adultes, donc surtout ici même d'ailleurs à Vieux Habitants, parce que du coup c'est créé un noyau d'adultes motivés qui maintenant font activement partie de l'association, et ça m'a donné une force puisque moi j'étais un petit peu seul pendant pas mal d'années. Dans l'air du temps, Guada Circus agit régulièrement avec d'autres associations. On est un collectif d'associations. Nous, c'est Yon, en termes après de partage avec d'autres associations. Oui, éventuellement Martinique aussi. On a été faire le festival là-bas avec eux. Enfin voilà, on essaye vraiment d'être dans cette démarche, de ne pas être centré sur nous-mêmes et même sur notre activité, mais que tout ça fait partie d'un tout pour le développement personnel de maximum de personnes. Située loin de Grande Terre, l'association a récemment ouvert son chapiteau à Pointe-à-Pitre. Ok, je range le tapis. Moi aussi. Allez. Et si vos enfants sont intéressés, sachez qu'une session se déroulera du 26 au 30 octobre au gymnase de Fouilleul à Pointe-à-Pitre. On va rester dans le domaine artistique avec le portrait d'un artiste guadeloupéen aux multiples talents. Son nom, Vartkes, un prénom d'Arménie dont il est originaire. Ses créations sont hétéroclites, peintures, sculptures, objets décoratifs. Muriel Barlagne l'a rencontré chez lui dans son lieu d'inspiration. Peu après son arrivée en Guadeloupe en 1972, Robert Amparian a bâti cette maison de ses propres mains à Poussette à Gosier. Il a toujours été créatif et manuel. Chercheur en biologie marine à la retraite depuis 7 ans, il peut enfin se consacrer entièrement à ses activités artistiques. Son atelier est à l'image de sa créativité, un joyeux mélange d'objets décoratifs, de peintures, de sculptures. Il lui arrive aussi de fabriquer des meubles. Mes parents étaient artisans, mais ils avaient quand même la fibre créatrice, puisque mon père créait des modèles. Il était tailleur pour dames, donc il créait des modèles. Donc ça vient peut-être de ça, mais de l'avoir observé. Figuratif, abstrait, classique, contemporain, l'artiste s'essaie un peu à tout. Il peut aussi bien travailler le métal que des éléments naturels comme le bois et la calebasse. En réalisant ses tableaux en acrylique sur des plaques de PVC quadrillées, il obtient un effet mosaïque. La mosaïque que l'on retrouve sur des paraboles qui se transforment ainsi en œuvres d'art. Le style de Robert Amparian est fait de ces mélanges. L'homme se définit comme un témoin de son époque. On observe, puis on a des idées. Quand on a des insomnies, parfois, il y a plein de choses qui vous passent par la tête. Et puis vous voyez un objet, vous voyez dans un dépôt d'ordures, vous voyez un objet qui peut être intéressant. Et puis vous vous dites, tiens, je pourrais faire quelque chose avec ça. Ça peut être déclenché par des événements, par exemple, ou par quelque chose qu'on a à dire. Par exemple, la sculpture que vous avez vue à l'entrée, là-bas, qui représente la Statue de la Liberté, qui est construite avec un fût de pétrole. Bon, j'ai fait ça à l'époque où les pays occidentaux sont allés faire la guerre en Irak pour des histoires de pétrole, quoi, en disant que c'était pour autre chose. Actuellement, Robert Amparian prépare une série de portraits de personnalités originaires d'Arménie, comme lui, en vue d'une expo-vente caritative. Des recettes seront reversées à une ONG pour la construction d'écoles dans ce pays. Eux aussi sont artistes dans leur discipline. Les Timoun ont en ce moment au Gosier leur challenge de tennis, le challenge Timoun, qui accueille plusieurs délégations de la Martinique ou de Saint-Barth. Éric Pommier a justement rencontré ces bambins qui savent déjà ce qu'ils veulent. Depuis 4 ans, ma mère m'a emmenée dans un club de tennis et elle m'a inscrit et depuis je suis là. À 4 ans, mon papa m'a inscrit au tennis. Une fois, mon papa m'a emmené jouer et m'a dit que c'était bien, alors il m'a inscrit.
Peut-être que dans une dizaine d'années, nous verrons ces 3 mousquetaires, comme bien d'autres, arpenter les cours des quelques tournois de tennis du Grand Chelem. Ils seront alors âgés d'une vingtaine d'années. Pour l'heure, ils jouent avec leurs atouts tennistiques, avec conçu pour eux un tournoi sur mesure, le Ti-Moon Challenge, tout un programme spécifique. Spécifique puisque c'est un tournoi interrégional, voilà, on appelle ça un TMC, c'est un tournoi multichance. Souvent dans les autres tournois qui existent, en fait, dès que ça perd, ça s'arrête. Donc là, ça perd, ça continue. Donc voilà, ils font minimum 3 à 4 matchs de simple sur les 3 jours. Et on essaie de vraiment essayer de faire une symbiose avec un petit peu la Martinique, la Guyane, Saint-Barth. D'habitude, il y a Saint-Martin qui vient, là, ils n'ont pas pu emmener d'enfants. Mais voilà, donc, histoire de tous les regrouper en début d'année pour faire un petit peu le point des effectifs. Le tournoi est capital pour progresser, d'où la venue pour cette édition 2015, comme l'a signalé le CTR des lieux, de participants de Guyane, de la Martinique et de Saint-Barthélemy. Cette compétition fait figure de test, avouent tous les coachs convaincus que le Ti-Moon Challenge est un événement qui porte ses fruits. Il y a une très grosse chaleur en ce moment depuis 2 jours, donc ça permet de tester les qualités physiques et qualités mentales de nos joueurs, mais également différencier le nombre d'adversaires, puisque nous on est une petite île, on n'a pas beaucoup de joueurs, donc à de suite c'est très intéressant à cause de ça, ils rencontrent d'autres joueurs, d'autres styles de jeu, et donc automatiquement on progresse avec ce genre de confrontation. Ti-Moon Challenge, ou 39 participants pour ce millésime, un pari donc gagné pour une compétition qui désormais a gagné en notoriété. Pour Lorraine, au palmarès déjà éloquent, vice-championne de la Guadeloupe en 2013, vainqueur du tournoi de Saint-Jean-de-Luz en juillet dernier, le Ti-Moon Challenge est la cerise sur le gâteau. Comme ça, on peut progresser parce qu'il y a des gens de Guyane, des gens de Martinique qui viennent ici. À peine âgés de 10 ans, ils rêvent déjà de médailles et de gloire, histoire de ressembler à leurs idoles. Oui, Serena Williams. Est-ce que tu as envie de devenir champion de tennis? Ouais, j'aimerais bien. Pourquoi? Parce que quand tu es enfant et que tu rêves d'être ça, j'aimerais bien. Quel est ton joueur favori? Djoko. Que c'est beau de rêver, mais demain, place à la réalité pour les finales. Il faudra sortir le grand jeu. Allez, avant de se quitter, un mot sur vos prévisions météo pour demain matin. Le soleil sera au rendez-vous, accompagné tout de même de quelques passages nuageux si vous êtes du côté de Basse-Terre. Un temps qui pourrait d'ailleurs devenir plus incertain dans l'après-midi. Les températures au réveil entre 26 et 29 degrés. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Une édition que vous pouvez revoir sur notre site www.alizé.com. Dans quelques instants, le journal de TF1, suivi des pronostics hippiques de Prévert-Mayengo, puis votre documentaire La Petite Reine qui retrace le dernier jour du Tour cycliste de Guadeloupe 2015, tel qu'il a été vécu par Boris Carène et géré par la collectivité régionale. Vous retrouverez ensuite un épisode de Joséphine Ange Gardien. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain pour votre édition de la mi-journée. Ce sera à 12h30. Excellente soirée sur Alizé.